recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Farami. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Guesugouenou. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ce conclave de Porto Novo d'hier. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Ce lundi 26 mai, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, Joseph Djabouenou, s'est rendu au domicile de Maître Adrien Hongbeji à Porto Novo. Selon le quotidien Le Matinal, cette rencontre tenue à huis clos intervient dans un contexte de forte tension interne au sein de la principale formation politique soutenant le président Patrice Talon. Au centre des échanges, les critiques publiques émises par l'ancien président de l'Assemblée nationale jugées déstabilisantes pour la cohésion du parti. Le député du parti politique Bloc républicain, Armand Gansé, s'est prononcé samedi dernier au cours d'une émission sur l'article 146 du Code électoral sur ESAE TV. En effet, le député Armand Gansé du parti politique Bloc républicain a profité de son passage ce samedi 24 mai sur l'émission Info Hebdo de ESAE TV pour revenir sur la relecture du Code électoral. Voilà notamment les dispositions de l'article 146. Il était aux côtés de son collègue de l'Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Maxente Djeigo, du président du FONAC, entendez Front des organisations nationales pour la corruption en la personne de Jean-Baptiste Elias, et du député Midofi Antonin Honga du parti politique Les Démocrates. Suivez plutôt. Quand mon collègue parle de code électoral qui va créer des problèmes, moi, je m'inscris en faux. Aujourd'hui, quel est l'objectif visé par ce code électoral? Dites-le nous. L'objectif, c'est que désormais, qu'il y ait des partis d'envergure nationale. Nous ne voulons plus avoir des partis qui ont un enracinement départemental, communal. Il faut que désormais, les partis puissent avoir l'ancrage national. Et c'est ça l'objectif du code. Lorsque un parti est incapable de se faire représenter tout au moins dans chaque circonscription électorale, ça voudra dire que ce parti n'est qu'un parti sur papier. Puisque lorsque nous voulons amorcer le développement d'un pays, il faut nécessairement que, sur le plan politique, les élus qui doivent accompagner le développement du pays, il faut que ces élus soient des représentants au plan national. Je voudrais d'abord aller à l'Assemblée nationale pour dire le mandat du député est non impératif. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que le député, dès qu'il est élu, il a le droit d'exercer sur tout l'étendue du territoire national. Voilà que c'est un parti qui a envoyé ce député à l'Assemblée nationale et ce parti n'existe qu'à Cotonou ici. Donc pour éviter cet état de choses, nous avons instauré dans le code ce que vient de dire mon frère Amé. Nous avons instauré un seuil d'éligibilité pour que désormais les partis puissent quand même tout au moins obtenir... Un seuil jamais atteint par le passé au Bénin. Vous savez, je n'aime pas faire l'analogie parce qu'il ne faut pas comparer puisque tout évolue. En politique, tout est dynamique. Tout est dynamique. Tout est dynamique et puis on ne peut pas rester de façon constante dans la même rubrique en politique. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il y a un code qui est régenté exclusivement pour la mouvance. C'est ce que défend l'opposition. Pas du tout. Mais je dois vous dire... Il a parlé de l'accord de gouvernance tout à l'heure. Il a parlé de l'accord de gouvernance. Et je vais revenir même sur les 20% dont il a parlé. Sur les 20% d'abord,
C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique ça à la population. Parce que on parle du 20, l'article 146 parle donc 146. De 20% du suffrage valablement exprimé. Le suffrage valablement exprimé, c'est le nombre de votes moins les bulletins nuls et les bulletins blancs. Donc, sur 100% donc, du suffrage valablement exprimé, on demande aux partis politiques de mobiliser juste 20%. Je donne un exemple. Si l'UP et le BR se mettent ensemble pour mobiliser 20%, il va rester encore 80% en jeu. Si le parti du peuple est incapable d'aller mobiliser 20% dans les 80%, donc il y a un problème. Messan Diego de l'Union progressiste Le Renouveau s'est également prononcé sur son appréhension de l'article 146 du Code électoral actuellement en vigueur. Tout comme son collègue du Bloc républicain, le député Messan Diego de l'Union progressiste Le Renouveau, au cours de l'émission, s'est prononcé sur les dispositions de l'article 146 du Code électoral. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. De 2004 à 2018, nous avions 295 partis politiques au Bénin. Chemin faisant, avec l'enclenchement de la réforme du système partisan, nous sommes descendus à 18. Et en temps, il y a eu des fusions de partis. Et certains partis ont été radiés. Ils ont demandé, il y a eu des décisions du gouvernement qui ont radié certains partis pour en créer d'autres. Et ce faisant, nous sommes arrivés à 11 partis politiques. Aujourd'hui, en janvier 2025, nous avons 11 partis politiques. Et de ces 11 partis politiques, vous avez 4 qui se réclament de la mouvance présidentielle. Vous avez 5 qui se réclament de l'opposition. Il y a 2 qui ne se prononcent pas. Voilà la réalité et voilà le chemin que nous avons parcouru. Nous sommes tous d'accord que cette frénésie politique de partis politiques n'était pas porteuse de développement et nous sommes tous d'accord de ce qu'il faut valider ça. Et nous l'avons validé. 295 à 11. À 11 n'est-ce pas suffisant? Pourquoi corser davantage les textes? Très bien. Et la démonstration dont vous avez parlé, c'est une projection. Hein? Et ça va en contradiction avec ce que mon aîné a dit en début d'émission, qu'il est là pour la paix. Si nous sommes là pour la paix, nous n'allons pas appeler les Sheba ou Wahala, comme on disait dans notre pays. Moi, je n'ai pas la force, je n'ai pas le pouvoir de lire dans le cristal, mais je dis que cette démonstration nous amène à nous inquiéter, peut-être, mais surtout nous amène à saisir l'opportunité que constitue cette coalition parlementaire, que la loi a intégrée dans son dispositif. Je prends les statistiques que vous avez proposées. Nous suivons tous le football. Des fois, nous finissons un match et une équipe peut avoir les meilleures statistiques et être battue. C'est les règles du jeu. Et si je suis de ce parti, pour répondre à votre question, je saurais que dès le départ, que si je n'ai pas les 20% dans les 24 circonscriptions électorales, je ne serai jamais déclaré. Et c'est pour cela que la loi dispose qu'avant d'aller aux élections, l'opportunité nous est réservée d'aller en coalition parlementaire, accord de coalition parlementaire avec qui nous voulons. Et ceci étant, si nous parlons les mêmes langages, si nous sommes peut-être dans la même philosophie politique et si nous sommes du même bord politique. Qu'est-ce qui empêche l'équipe A ou le parti A d'aller en coalition au départ? C'est de leur faute s'ils ne sont pas allés en coalition, parce qu'il aurait fallu qu'ils aillent en coalition et dans une seule circonscription où ils ont 15% et qu'ils auraient gagné ces élections. La loi a disposé et la loi a offert des opportunités. Il revient même aux partis qui se disent minoritaires, qui ont peur. Mon collègue du BR disait, quand on se clame et quand on crie à tue-tête qu'on est parti du peuple, on ne devait pas avoir peur de réunir 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Donc, cette disposition vient renforcer ceci que si la loi peut paraître dure, l'opportunité est offerte à tous les partis de participer aux élections et de gagner les élections. S'il n'y avait pas cette disposition de possibilité d'accord de coalition parlementaire,
je serai de votre avis pour critiquer cette loi. La question du parrainage a été également au menu de ce débat télévisé organisé par ESAE TV. On va suivre ce qu'en pense Armand Gansset du parti politique Bloc républicain parlementaire béninois. En effet, il a été invité à s'exprimer sur le parrainage du duo présidentiel et en réponse à cette question, nous vous proposons un extrait de ses propos. Nous sommes toujours dans nos droits. Ok. Personne ne nous a ôté notre droit. Et lorsque... Donc vous pouvez là aujourd'hui dire que vous voulez parrainer un candidat des démocrates peut-être pour une inclusion. Oui, laissez-moi développer. Parce qu'on en a entendu parler en 2021. Laissez-moi te développer. On a juste parrainer d'autres formations. On a juste restructuré. Oui. On a juste restructuré ça, on a encadré ça. On a encadré le parrainage désormais. Pourquoi? Parce qu'à cause du parrainage, les gens vont jusqu'à escroquer les potentiels candidats. Mais il faut les sanctionner. Pourquoi nous allons continuer avec cette escroquerie politique qui invite certains députés ou certains élus à se rendre dans des pays voisins ou aller escroquer, arnaquer les gens pour pouvoir leur prendre de l'argent afin de donner le parrainage? Alors, mais il faut encadrer parce que vous êtes... Celui qui se fait arnaquer aussi dans l'image de ce qu'il veut être comme gouvernement. Non, mais écoutez, quand vous êtes dans le besoin, naturellement, celui qui se présente à vous, vous allez le satisfaire. Ah bon, donc? Bien sûr, mais c'est ça. Quand vous êtes dans le besoin... Donc si vous avez besoin de quelque chose, je peux vous arnaquer aussi? Ça, non. Bah, en tout cas... Vous légitimez la corruption, ça? C'est une corruption électorale, si on peut le dire. Moi, je vous dis, oui. Moi, je suis resté dans la ligne politique de mon parti du début jusqu'à la fin. C'est pas la fin, vous êtes encore député. Je suis encore député, mais par contre, il y a des élus qui ont tendance à dévier parfois. Alors, pour encadrer ça, il faut forcément mettre des balises. Et c'est ça qu'on a mis. On a juste mis des balises pour pouvoir encadrer cette disposition relative donc au parrainage. Pour que désormais, pour parrainer, il faut que ça soit un ensemble. Il faut que ça soit un ensemble. Que ça ne soit plus unilatéral. Parce que vous êtes allé sur une liste, la liste d'un parti politique. Et ce parti politique a une structure bien structurée. Et donc, vous ne pouvez pas aller parrainer. Nous qui sommes ici, nous les 3 députés qui sommes ici, ne sommes pas allés à l'Assemblée nationale indépendamment. C'est une liste qui a été notre support politique et qui nous a menés à l'Assemblée nationale. Oui. Et pourquoi nous allons agir? Nous allons prendre des décisions sans prendre langue avec notre parti politique. Et c'est tout. On ne peut pas nous faire signer à blanc le parrainage. Non, ça sera un débat qui sera mené au sein des états-majors de chaque parti politique pour que chaque député puisse donner son avis, chaque élu puisse donner son avis avant donc de signer le parrainage. Non. Mais c'est ça. Je ne sais pas si au niveau donc des LD, on va les faire signer ça à blanc. Je ne crois pas. La preuve, jusqu'à présent, vous avez vu, on parle de désignation du duo présidentiel. Mais pourquoi LD, jusqu'à présent, n'a pas encore désigné le duo présidentiel? Ça veut dire que LD respecte les thèses de la République. LD respecte la dynamique. Et donc, quand on nous dit qu'on nous a arraché le parrainage, ça veut dire qu'on n'a aucun droit. On a toujours notre droit est toujours là. On a toujours le droit donc de parrainer. C'est pourquoi on veut signer. Si on nous a arraché le parrainage, on ne va plus signer. Vous avez signé un document. Merci. On ne peut pas forcer la maire à signer un document. Les associations et organisations réunies au sein du comité de veille citoyenne ont organisé samedi dernier une marche dénommée Marche pour la justice environnementale. En effet, on était samedi dernier et c'était dans le cadre du projet Cotonou Respi. Le but était de sensibiliser les uns et les autres sur les dangers de la pollution urbaine et les inégalités environnementales. Le point dans ce reportage. Sensibiliser les citoyens et interpeller les autorités sur l'impact de la pollution urbaine et les inégalités environnementales croissantes. C'est le but de cette marche dénommée Marche pour la justice environnementale. De la librairie Notre-Dame de Cotonou à l'esplanade de l'Amazone, les différentes organisations et associations réunies au sein du comité de veille citoyenne ont pris d'assaut la ville de Cotonou, scandant des slogans. Notre lutte a pour but de sonner l'alarme, de donner encore une alerte aux autorités pour
réveillent leur attention sur la question de la pollution qui sévit à Cotonou et précisément à Ganri. Tous ceux qui viennent à Tokba, tous ceux qui viennent travailler à Cotonou sont donc exposés à cette pollution-là. Une fois de quoi encore, puisque l'État a déjà statué plusieurs fois sur le sujet, on voudrait encore faire cette plaidoyer, ou ce plaidoyer, j'y arrive, pour leur demander de mettre en application cette décision-là. Pour ces hommes et femmes, il est question d'inciter à la délocalisation d'usines installées dans le quartier de Ganri. Mettre un accent particulier sur l'exécution ou le respect immédiat des tests ou des décisions qui ont été prises pour la délocalisation de la société de ciment du Bénin SCB à Ganri. Il est temps maintenant que cette société se délocalise et rejoigne donc le site à Sémé qu'on lui a octroyé depuis plus de 21 ans. Maintenant, nous réclamons ce droit-là. Nous disons justice environnementale pour Ganri. Dans le rang des participants, la confiance règne. Les fruits pourraient porter la promesse des fleurs. Les moratoires sont donnés, mais les sociétés ne se déplacent pas. Aujourd'hui, nous marchons au nom des organisations de la société civile pour permettre aux restaurants, aux citoyens environnants de mieux respirer de bon air, de vivre un environnement sain. Avec cette marche, je pense que l'objectif sera atteint. Et pour que l'objectif soit atteint, il faut que chaque citoyen s'engage pour cette lutte. Aujourd'hui, nous voulons l'air, nous voulons respirer l'air pur. Et je pense que les stratégies mises en place peuvent nous permettre d'y arriver. Et comme un CA l'a dit, si ça continue comme ça, c'est que le Bénin est parti, la pollution va partir. Des sentiments que partagent les organisateurs de cette marche. Aujourd'hui, nous sommes plus de 500 personnes qui sont mobilisées de Calavi, de Cotonou, de Porto Novo, de Sekandi. Plusieurs communautés sont regroupées ici afin de réclamer cette justice. Pour nous, cette mobilisation dénote déjà que ce n'est pas une seule personne qui s'est levée pour réclamer justice. C'est toute une communauté, c'est tout un peuple qui s'est levé pour réclamer justice pour Ganri. Et pour nous, c'est déjà une satisfaction. La marche pour la justice environnementale de ce jour n'est pas le dénouement des actions du comité de veille dans le cadre du projet intitulé Cotonou Respire. D'autres actions sont déjà planifiées et sont en passe de voir le jour. Après cette marche, on va continuer à accentuer nos communications sur les réseaux sociaux. Des campagnes digitales qui vont suivre, sans oublier des concours qui ciblent beaucoup plus les autochtones du milieu pour leur permettre d'exprimer, une manière de leur permettre d'exprimer leurs besoins, leurs ressentis sur le sujet. Et il y aura également sans doute des activités d'ateliers qui vont encore regrouper des organisations pour faire le bilan et voir jusqu'où nous sommes. On ira encore jusqu'à rencontrer le ministre en question, le ministre de la Santé, en fait, de l'Environnement et du cadre de vie, pour une satisfaction. Il convient de le notifier, le comité de veille citoyenne est une coalition d'organisations de la société civile et d'activistes. Le Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, a organisé une campagne de dons de sang à la clinique universitaire de banque de sang du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou le samedi dernier. Exactement, il s'agit là de la deuxième phase des activités de la semaine culturelle à l'occasion de la fête de l'unité au Cameroun. Le reportage nous a proposé par Quentin Amoussou. Ce sang qui traverse le conduit de transfert en direction du culot globulaire est celui d'un Camerounais résidant au Bénin. Comme lui, plusieurs autres membres du Conseil des Camerounais résidant au Bénin ont participé à la campagne de don de sang ici, à la clinique universitaire de banque de sang du CNHU ce vendredi matin. Le vivre ensemble que le Bénin nous offre nous demande aussi en retour de remplir notre devoir. Notre devoir, c'est d'apporter aussi notre contribution à ce que la vie sociale, à travers des dons pareils pour sauver des vies, soit effective et que nous puissions contribuer au bien-être de la population béninoise. Une tradition de la communauté camerounaise du Bénin depuis quelques années. Cette fois-ci, il s'agit de la deuxième phase des programmes des activités de la semaine culturelle à l'occasion de la fête de l'unité du Cameroun. Depuis la création de notre communauté au Bénin, nous avons toujours chaque année donné en minimum 120 poches de sang au CNHU pour sauver des vies humaines. Cette occasion spéciale, c'est la fête de l'unité nationale du Cameroun qui se fête chaque année le 20 mai. Puisque c'est une date historique pour le Cameroun, ce n'est pas la fête de l'indépendance, mais la fête de l'unification. Pour les Camerounais, c'est un acte important. Je suis là parce que je suis venu donner du sang. Parce que quand on donne du sang, c'est une vie qu'on a sauvée.
Il faut dire que donner le sang, c'est donner un peu de soi, c'est donner la vie. Parce que il faut participer au fait que nous sommes contributeurs en tant que citoyens. Cette campagne de don de sang laisse place désormais aux autres activités de la semaine culturelle, dont la campagne de salubrité, les formations culinaires, la campagne de sensibilisation et de dépistage, la soirée gala et bien d'autres. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à présent à la page des sports.